Cette vidéo compile le plus important de ce que tu dois savoir pour choisir ta réalité. Tu trouveras les fondations, tu auras une logique accessible et toutes les approches et les outils qui sont à notre disposition pour y parvenir. Chapitre 1. La conscience comme source de création et seule réalité. Il y a deux dimensions à comprendre dans ce chapitre. La première, c'est que la conscience, c'est la feuille blanche qui a créé l'univers dont tu es l'enfant. En tant que produit de cette énergie que l'on nomme souvent comme divine, nous avons la capacité de nous y connecter pour choisir ce qu'on décide de vivre. D'ailleurs, ce que l'on décide de vivre n'est ni bien ni mal. Et le moyen simple de le comprendre, c'est simplement de s'imaginer le demander à une planète, de savoir si ce qu'on fait est bon ou mauvais. Et on sent bien que le jugement ne peut pas exister par simple logique. Car une planète, au même titre que nous, ne fait que partie de cet ensemble qu'on appelle l'univers, le tout, la source. Appelez-le comme vous le souhaitez. La deuxième dimension de ce chapitre, c'est que la conscience est le fruit du tout, mais nous l'expérimentons de manière individuelle, c'est-à-dire du point de vue sensoriel du fait que nous sommes des esprits, des âmes incarnées. Il est possible d'atteindre des niveaux de conscience supérieurs en développant notre capacité à rester connecté au maintenant infini. Mais pour la majorité d'entre nous, il est préférable de garder en tête que nous vivons notre propre réalité. Personne d'autre que vous ne vit votre réalité. Personne ne peut décider de comment vous percevez la réalité, tant que vous avez conscience que vous pouvez décider. Chapitre 2. Notre outil commun, le cerveau. Alors même si on ne part pas tous avec le même capital de départ, on peut l'entraîner. Laisse-moi vulgariser l'essentiel de ce que tu dois savoir sur cette machine. Donc tu as le cerveau reptilien qui se trouve, en fait, tu as tout le cerveau ici, et il est en bas un peu, si tu veux, tu vois, il est en bas de ton cerveau. Le cerveau reptilien, c'est celui qui est lié à la survie, à l'instinct, et lui, toute nouveauté, pour lui, c'est du danger. Quand tu veux changer une croyance, pour lui, c'est comme si, symboliquement, il mourait. La partie limbique, si tu veux, là où le reptilien, il est un peu plus en bas, il est vraiment au centre. Vraiment, c'est le noyau du milieu. Et cette partie, elle est liée aux émotions, c'est-à-dire que chaque expérience, ça va mettre une étiquette émotionnelle à cet endroit-là. Les croyances, elles se fixent dans ton cerveau limbique, pas par logique. Ça dépend juste de l'intensité émotionnelle associée à ton expérience. Dans cette même zone, tu as une glande qu'on appelle la glande pinéale, que tu connais peut-être, qui est souvent associée comme le troisième œil. Parce qu'en fait, elle fait le pont entre ton cerveau reptilien et ton noyau du centre, la partie limbique. En fait, cette glande, c'est celle qui fait le pont entre ta vibration que tu ressens et la connexion avec le potentiel quantique qui est infini. Ensuite, tu as la partie du cortex, donc le néocortex, la partie préfrontale qui te sert de conscience. Cette partie-là, elle peut observer les deux autres parties que tu as, mais c'est une partie qui se fatigue plus vite. La partie préfrontale, ça te sert à raisonner, à réfléchir. C'est clairement grâce à elle que tu vas créer ton futur. Du moins, c'est celle qui va te permettre de le simuler. En fait, le déclic que tu dois avoir, c'est comprendre qu'une croyance que tu as, un état d'esprit, c'est une émotion qui a été solidifiée par la répétition et c'est devenu un réflexe inconscient. Alors c'est devenu inconscient parce que c'est quelque chose que tu as encodé comme étant normal. Et vu que c'est ancré comme un souvenir dans la partie limbique, émotionnelle, ça provoque justement des comportements automatiques. En fait, si tu veux, ce que tu fixes dans ta partie limbique, donc dans ta partie émotionnelle, c'est littéralement ce que tu vas propulser en permanence dans ton quotidien comme réalité. Du coup, l'objectif, c'est que tu t'entraînes à ressentir les émotions que la version de toi qui a réussi dans ton futur, elle a. Comme ça, t'entraînes à fixer ces émotions-là dans cette partie qui te fait agir justement par réflexe, par automatisme. Et comme ça, tu viens créer de nouvelles références dans cette partie du cerveau pour mettre de côté et effacer celles que tu avais créées dans le passé. Et comme ça, tu crées de nouvelles références de fixation émotionnelle dans ta partie limbique. Le fait de te rappeler de ces émotions qui appartiennent à ce futur, ça va se manifester dans le présent. Chapitre 3. Plusieurs approches, le même enseignement. Il y a un paradoxe intéressant quand on passe la phase de constitution des différents savoirs de la sagesse et de la transcendance. Car elles mènent toutes à une seule vérité, il n'y a que la manière dont elle est dite qui diffère. 1000 chemins, un sommet. Chacun de ces savoirs que l'on retrouve ont une approche adaptée à une culture, une époque, et le but est de s'approprier au final la même vérité. L'idée de ce chapitre, c'est que plus tu maîtrises d'approches, philosophie, psychologie, religion, thérapie, art, science, tu finis par voir l'évidence. Chacune des références que tu vas retrouver dans toutes ces approches va combler un angle mort. La finalité, c'est pas l'accumulation de tous ces savoirs juste pour la gloire, mais c'est un moyen de parvenir à la conscience source à laquelle nous avons tous accès. Plus on y est connecté, plus nous sommes créateurs. Cela m'est arrivé 3 fois et l'expérience est à vrai dire
troublante. C'est troublant parce que c'est effrayant de ressentir l'énergie de l'infinité des possibles. Dans cet état, on ne ressent ni manque, ni anxiété, ni volonté d'ambition. On se sent complet, on se suffit, on pourrait y rester sans décider. Et c'est en ce sens que c'est troublant, car on comprend qu'on est la graine de n'importe quelle réalité conscientisée. Chapitre 4, l'ordre logique d'une transformation durable et réussie. On pourrait croire que pour créer son type de vie idéal, il n'y a pas de recette, et pourtant si, on peut le décomposer en 3 étapes. En respectant ces étapes, tu atteindras ton objectif de manière plus sereine, plus rapide et plus alignée, c'est-à-dire qui fait sens pour toi et qui te plaît. La première étape, c'est clairement la plus sous-estimée de la plupart des gens, car c'est difficile d'avoir une posture humble vis-à-vis d'elle. Cette étape, elle consiste à comprendre ta personnalité et ton fonctionnement. L'idée, c'est de décrypter ton système de croyances complet grâce à des questions formulées pour te donner une réponse plus objective que ce que toi, tu penses être. Dans cette première étape de la connaissance de soi, il y a aussi le deuxième pilier qui est ton fonctionnement naturel, ce par quoi tu es soumis, peu importe la personnalité que tu as, c'est-à-dire les hormones, les biais psychologiques, l'inconscient, le conscient, etc. Cette première étape, elle est trop sous-estimée car elle est responsable de la qualité des décisions que l'on prend. Et c'est pour ça qu'elle arrive en première position de l'ordre logique de la transformation. La deuxième étape logique, c'est de nettoyer les impuretés mentales qui te paralysent. Et tout ça grâce à la première étape parce qu'on a pu débroussailler un maximum d'informations. Le but, c'est de désinstaller les programmes inconscients toxiques, encore une fois en les repérant grâce à des questions spéciales qui contourneront ce que toi tu penses avoir comme blocage. Cette étape, elle vient en deuxième et elle est primordiale pour ne pas créer de conflit avec la troisième étape. Finalement, on parvient à avoir une feuille blanche sur laquelle on va pouvoir créer. Et ça, c'est à la troisième étape. La troisième étape, c'est la création sur mesure. Le but, c'est de configurer les détails de l'identité qui réussit. Dans cette étape, on ritualise jusqu'à que ça devienne automatique. On répète pour ancrer. Et souvent, c'est ce que les gens veulent faire en premier. Et c'est conflictuel parce que la première étape et la deuxième étape n'ont pas été faites. C'est comme si vous vouliez faire un nouveau dessin alors que sur la feuille, il y a des gribouillages. Et c'est pour ça que beaucoup abandonnent. Ces 3 étapes sont pour moi le cheminement le plus fiable et optimisé pour devenir et avoir ce que tu désires. C'est un cycle structuré et réaliste de l'ajustement perpétuel nécessaire à la manifestation. Ce parcours, il existe nulle part. Et pour le rendre agréable, j'ai apporté une certaine ergonomie, une certaine praticité, pour que tu puisses y parvenir quand tu n'as pas trop de temps ou que la motivation te manque. Ça s'appelle Cosmos, si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Chapitre 5, les 3 dimensions de l'expérience. Il y a le mental, la dimension interne, la gestion de tes pensées, de tes émotions, tes croyances sur toi et sur le monde, la maîtrise de ton dialogue intérieur. Tu peux changer ton mental, mais ça ne concrétise pas tout. C'est comme rêver d'être musclé sans soulever de poids. La deuxième dimension est comportementale. C'est la dimension d'action, ce que tu fais concrètement, tes interactions, tes habitudes, tes routines et toutes les décisions quotidiennes que tu prends avec ton corps. Le comportement prouve et matérialise. Se comporter, c'est mettre en vie le mental. Un exemple, si tu penses du bien d'une personne mais que tu ne le lui dis pas ou tu ne le montres pas, il n'y aura pas de preuves ni de conséquences proportionnelles à ce que tu as gardé dans ta tête. La troisième dimension, elle est un peu moins évidente et pourtant très impactante. Ton environnement. C'est la dimension contextuelle. Ta maison, ton appartement, ton entourage, ton travail, ta ville, tes vêtements, ton alimentation, les stimuli qui t'entourent, les écrans, la lumière, le bruit. L'environnement dynamise ou emprisonne ton comportement à 80% de manière inconsciente. Vouloir changer en restant dans le même contexte toxique, c'est égal à nager à contre-courant, tu finis par abandonner car tu ne peux plus lutter, c'est l'environnement qui te rattrape. C'est de réussir à quitter la familiarité car elle est devenue invisible, de par le confort du déjà connu. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on peut trouver une formule qui fonctionne, c'est-à-dire que notre mental, plus notre comportement, plus notre environnement, est égal à la réalité vécue. Et quel objectif avons-nous en tant qu'humains que la réalité que l'on vit ? Chapitre 6, les leviers de l'ancrage. Peu importe la méthode, méditation, lecture, PNL, visualisation, hypnose, respiration, thérapie cognitive, art, sport, toutes se rejoignent vers un seul point. Ramener la conscience au moment présent à travers nos sens. Le mental, il vacille entre le passé, la mémoire, et le futur, ce qu'on se projette. Alors que les sens, eux, n'existent que dans le maintenant. Toucher, voir, entendre, sentir, goûter sont comme des portails d'accès
au présent. Le seul moment où finalement la création ou la décision consciente est possible. Les films d'ailleurs utilisent ces leviers pour ancrer en nous des croyances, car ils stimulent la vue et l'ouïe, et la combinaison des deux renforce justement l'ancrage de ce qu'ils veulent faire passer. Ils finissent par manipuler notre libre arbitre de l'interprétation que l'on peut faire. Sans qu'on ait à faire d'efforts, ils nous suggèrent de manière constante leurs idées. On ne peut pas résister à chaque seconde qui nous est diffusée, qui nous est suggérée. C'est d'ailleurs pour ça que les publicités continuent d'être diffusées, car ils savent très bien que la suggestion par les sens, nous y sommes soumis. C'est pour ça que je vous recommande de choisir rigoureusement ce que vous laissez entrer dans vos oreilles et traverser vos yeux. Et aussi les lieux que vous décidez de fréquenter. Le choix dans les matières qui vous environnent. Tout ce qui va avoir un impact sur vos sens dont vous n'êtes pas à l'origine doit être un point de vigilance. Le déclic que vous devez avoir, c'est que le vrai futur, il se trouve dans l'immédiat. Le passé est révolu et le futur n'existe pas encore. Seul le présent est saisissable. Toutes les méthodes qui existent en fait sont juste des moyens de nous ramener à maintenant. Je trouve que c'est important d'explorer un maximum de méthodes qui nous permettent de parvenir à l'instant présent et d'en combiner un maximum parmi celles que vous préférez, car elles sont toutes des ponts vers le même but, notre disposition à créer consciemment. Chapitre 7, 3 métaphores pour prendre du recul et gagner en clarté. Le but de ces métaphores, c'est d'imaginer une distance entre le toi actuel qui a été construit par ton ego et le prochain toi qui a changé grâce au contrôle par le détachement. L'idée, c'est de contourner le cerveau reptilien qui voit la nouveauté comme un danger et lui faire comprendre que tu entraînes une autre personne qui a un objectif en particulier, comme si ce n'était pas toi, alors qu'en réalité, c'est toi. On commence avec la première métaphore, le sport. C'est dingue de voir à quel point, même si beaucoup de personnes ne vont pas à la salle, elles savent que c'est en y allant régulièrement et en s'alimentant correctement que l'on obtient une transformation. L'exemple du sport est volontaire car les résultats sont non seulement visibles, mais surtout assez rapides aussi. L'hygiène mentale, qui finit par former notre identité, de par les croyances, s'entretient de la même manière. Nous ne sommes jamais arrivés. Comme à un poids de forme, une esthétique physique qui nous plaît, ce n'est pas en s'arrêtant qu'on la conservera. La seule différence, c'est que changer de croyance, c'est beaucoup plus difficile que de changer de corps. Hormis quelques différences génétiques, la plupart des corps de n'importe qui obéissent aux mêmes règles simples. Bien manger plus bien bouger égale muscle. Le problème, c'est que le mental de 99% de la population a subi des décennies de conditionnement émotionnel consolidés par des sources externes qui se sont ancrées par la répétition. Chacun de nous avons intérêt à être lucide vis-à-vis de cette ancienne construction héritée qui est peu conscientisé et décidez de célébrer les nouvelles micro-victoires alignées avec votre véritable objectif et pas l'objectif de quelqu'un d'autre. La volonté pure, c'est une décision dont l'origine est consciente. La deuxième métaphore que j'aime bien donner, c'est celle de la maison. En fait, ta personnalité actuelle, c'est un peu comme une maison que tu as plus ou moins construite seule. Et beaucoup de personnes se sentent bloquées parce qu'elles croient qu'elles sont obligées d'y rester. Si tu as envie d'utiliser d'autres matériaux pour construire une nouvelle maison à un autre endroit, parce que c'est un autre style d'architecture qui te fait te sentir bien, et surtout que tu es à l'aise de la faire visiter dans le cas où elle est faite comme tu aimes, c'est possible. En fait, tu es juste l'architecte qui décide de n'importe quelle rénovation. C'est en pilotant les décisions mentales et comportementales de la personne qui habite la nouvelle maison que toi tu préfères, que le toit de l'ancienne maison déménagera naturellement. Car tu ne peux pas être deux maisons à la fois dans la même maison. Du moins, ce sera conflictuel et ça ne t'apportera pas le bonheur et la paix que tu recherches. J'aime beaucoup utiliser cette dernière métaphore, qui sera donc la troisième, celle du jeu vidéo. Quand tu es sur ta console et que tu peux choisir le comportement du personnage que tu utilises, ce qui est très souvent le cas, souvent tu sais ce que les actions que tu fais vont avoir comme répercussion. Du coup, l'idée, c'est qu'au jour le jour, tu deviennes toi ce personnage que tu contrôles, quitte à lui donner un nom spécial, pour justement créer ce recul et une approche plus détachée sur ta propre vie. Le monde dans lequel on est a ses propres règles aussi. Comme dans un jeu qui te plaît, ce n'est pas parce que tu rates une manche que tu vas abandonner. Alors si la vie est un jeu qui ne te plaît pas, parce que les règles que tu connais ne te conviennent pas, c'est juste que tu n'as pas pris le temps de choisir le bon mode. Contacte-moi si tu veux qu'on trouve ce mode ensemble. Chapitre 8. La hiérarchie gourmande qui prédit la manifestation. Tout dépend d'un embriquement d'alliés à nourrir qui détermine la qualité de ce que tu vas manifester. Sans la santé, tu n'as pas d'énergie. Sans énergie, tu n'as pas de volonté. Sans volonté, tu ne peux pas être attentif. Sans attention, tu ne vas pas pouvoir diriger ton intention. Sans intention, tu ne pourras pas créer de vibrations précises. Sans vibration précise, tu ne peux pas créer de réalité sur mesure. Et sans la réalité sur mesure, tu n'obtiens pas ton bonheur. La cascade est mathématique. Chaque dose que tu injectes à chacun de ces alliés influence la prochaine.
Donc si tu négliges un ou plusieurs de ces éléments, ça va compromettre la finalité de ce que tu veux concrétiser dans ta manifestation. Chapitre 9. La sagesse relative est le fruit de la maîtrise et le diplôme ne garantit pas la compétence terrain. La sagesse est vue comme étant globale alors que la maturité, elle, est vue comme étant compartimentée. Un diplôme certifie que la personne a mémorisé certains concepts dans un cadre en particulier, mais sans forcément chercher à les remettre en question où cela peut être pertinent. La maîtrise prouve quand on a partagé une expérience suffisamment différente pour donner tort à une recette théorique magique pour tous. La maîtrise est pour moi la capacité à ultra-personnaliser en conservant un aspect universel comme point d'appui uniquement. L'autorité en tant que légitimité et compétence est donc l'effet de plusieurs expériences nuancées. Nous ne pouvons enseigner et transmettre correctement que ce que l'on a traversé, confronté et accepté. La sagesse se gagne perpétuellement et n'a donc pas de limite. C'est en ce sens qu'elle est relative. Chapitre 10. Optimiser la performance pour entretenir l'harmonie personnelle. Je préfère préciser que ce chapitre défend davantage mon point de vue qu'une vérité absolue. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte qui nous force. Le monde actuel nous impose d'être à jour à un certain rythme pour survivre. Les progrès industriels et technologiques nous poussent à la surconsommation de tout, en passant par la connaissance jusqu'à notre attention. C'est-à-dire que la course au pouvoir continue avec ou sans nous. Et par simple contraste, votre capacité à avoir de l'avance sur ce rythme vous donnera une fenêtre de paix pour harmoniser votre bonheur intérieur grâce à ce que vous voulez. Comme pour la métaphore de la musculation, si vous y allez à un rythme fréquent, accompagné d'une intensité qui vise la performance, vous obtiendrez un physique qui vous convient plus rapidement. Ensuite, vous pouvez ralentir et l'entretenir avec beaucoup moins d'efforts et de consacrer du temps à faire autre chose. Alors que d'autres personnes peineront à avoir votre physique, même s'ils le font pendant plus d'années, car ils n'auront pas passé l'étape d'intensité et de performance qui permet de lever le pied. Sans parler du fait qu'ils garderont toujours un petit fond d'insatisfaction pour ne pas avoir voulu sacrifier autre chose en attendant, alors qu'ils auraient pu le récupérer ensuite sans cette insatisfaction latente. Mon apprentissage, c'est que la médiocrité est inconfortable, car le déni ne nourrit pas la paix. Chapitre 11. Avant de manifester pour soi, tu as été manifesté par d'autres. En tant qu'humain, nous ne savons pas calculer le poids ni l'origine de tous les détails qui forment notre point de départ en tant qu'être incarné. Il y a des milliers de variables invisibles qui t'ont manifesté avant que toi tu puisses manifester quoi que ce soit. Tu ne pars jamais de zéro, tu hérites d'un capital ou d'une dette multidimensionnelle. Si tu ignores volontairement cette réalité, tu vas culpabiliser pour des limitations qui ne sont pas les tiennes. Car une fois conscientisé, tu pourras t'en séparer. Accepter cette réalité, c'est avoir de la compassion envers ton point de départ et décider de prendre la responsabilité de ce que tu vas faire maintenant avec cet héritage qui t'aide ou qui t'handicape uniquement à l'instant T. On commence tous en étant la conséquence de la manifestation des autres. La conscience, à laquelle tout le monde a accès, comme je l'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo, transforme ce que tu crois être un destin figé en potentiel qui ne demande qu'à être dirigé. Avant de décider là où tu veux désormais aller, je te conseille d'honorer tout ce que tu as vécu si tu es en capacité de le faire, sinon je peux également t'aider à y parvenir. Conclusion finale, le bien-être, c'est le respect minimum que l'on se doit. Le bien-être n'est pas quelque chose que l'on doit s'accorder en échange d'une souffrance, comme si elle était une récompense après une punition. Refuser le bien-être, c'est se maltraiter à cause d'un certain conditionnement. Tu dois retenir aussi que le présent conscient est tout ce que tu peux utiliser. À chaque instant, tu peux choisir. Subir la cascade ou la maîtriser. Dans cette vidéo, je t'ai partagé les règles du jeu, les dimensions à aligner et les outils, les approches à ta disposition. Le reste dépend uniquement de ce que tu vas en faire. Il n'y a pas de compte à rebours, mais profites-en. C'est une opportunité d'être en vie. Ton pouvoir était déjà là et est toujours là. Ma vidéo s'est juste manifestée pour te le rappeler. Merci pour la confiance. Au fait, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Luc Grandcoin, thérapeute de la conscience et du comportement. Mon pseudo, c'est Docteur Motivation, parce qu'avec moi, ton destin va devenir ta passion.